Live. On va voir si ça marche. Ça a marché. Est-ce que vous voyez Facebook Live? Ouais, c'est marqué réunion diffusée maintenant en direct sur Facebook. OK, good. Oui, recording. OK. Et là, je vais mettre le monde. Et je vais partir. Bon. Est-ce qu'il reste des gens dans la salle d'attente, Daniel? OK. Juste pour tout le monde sur l'appel, pour l'instant, je vais laisser un autre 20 secondes, puis après ça, on va débuter. OK, donc bonsoir tout le monde. Bonne Saint-Jean à toutes et à tous. Merci énormément de vous être joints à cette première conférence Ricard. Mon nom est Marc Guilbert, je suis le président-directeur général de l'Association des boursiers Ricard. Pour ceux qui sont moins familiers avec cette association, nous représentons 350 lauréats de la prestigieuse bourse de la Fondation Baxter Alma Ricard. Depuis 1999, cette bourse continue à donner des opportunités aux francophones hors Québec de poursuivre des études de deuxième et troisième cycle dans les domaines d'études de leur choix et les institutions académiques de leur choix. Bien que nous formions un réseau extrêmement dispersé à travers le globe et aussi œuvrant dans des domaines professionnels très différents, c'est avec grand plaisir que nous constatons de plus en plus que l'élément rassembleur de l'Association des boursiers Ricard est sa concentration de leaders canadiens, présents, émergents et futurs. Donc, plusieurs de nos boursiers et boursières sont devenus des experts de leur domaine et ont atteint des postes d'influence dans la société canadienne et internationale. Par l'entremise des conférences Ricard comme celle de ce soir, nous espérons créer un forum francophone où ces experts pourront partager leurs connaissances sur des sujets d'actualité avec d'autres spécialistes. Cette première conférence Ricard porte sur le sujet de la victoire du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique à la Cour suprême. Ce soir, j'aimerais souligner que 4 des 5 panélistes sont des membres de l'Association des boursiers Ricard. Donc, sur ça, il me fait un grand honneur de présenter notre modérateur, Maître Gabriel Poliquin. Maître Poliquin a obtenu une bourse en 2001 pour compléter un doctorat en linguistique à l'Université d'Harvard. Avocat conseil chez Casa Secley, Maître Poliquin est spécialiste en droit public, incluant le droit administratif et constitutionnel. Il joua un rôle important dans la décision du gouvernement de Saskatchewan, annoncée hier, de construire une nouvelle école élémentaire à Regina. Il s'intéresse dans la récente décision de la Cour suprême, car elle représente des droits que revendiquent les écoles francophones auprès des conseils scolaires et des gouvernements. Juste un point de vue administratif, nous enregistrons cette conférence et nous vous prions de vous mettre en muet jusqu'à temps qu'on ait des questions. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Maître Poliquin pour présenter nos panélistes et je vous remercie encore pour votre participation et vous souhaite une très bonne conférence. Merci. Merci beaucoup, Marc. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de vous joindre à nous pour cette première conférence Ricard. On s'est dit que la décision CSFCB serait une occasion parfaite parce que c'est une décision qui nous touche tous et toutes et qui nous intéresse aussi en tant que francophones hors Québec. Et en particulier, c'est que j'ai pensé à organiser l'événement parce que nous avons tellement de boursiers Ricard qui sont impliqués d'une façon ou d'une autre dans le développement de ce dossier-là. Comme par hasard, je suis moi aussi, comme Marc l'a mentionné, expert en droit linguistique, avocat qui œuvre dans ce milieu-là. Et pourtant, je suis probablement le seul avocat de droit linguistique qui n'était pas impliqué dans le dossier CSFCB, totalement par hasard. Ça a donné comme ça. Mais ça fait de moi
le modérateur tout désigné pour être impartial lors de cette rencontre. Donc, c'est ça. Ça me fait un plaisir de vous rencontrer puis de discuter avec vous de ça ce soir. Je vais vous donner un petit ordre du jour. On va avoir une période de questions modérées que moi, je vais poser aux différents panélistes pendant à peu près une demi-heure ou quoi. Ensuite, la discussion va être ouverte aux questions du public, si on veut. Je suis bien content qu'on n'a pas que des boursiers ce soir. On a vraiment toute une communauté de gens qui se joignent à nous et qui peuvent voir la richesse du réseau Ricard à première vue. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser la fonction chat ou bien vous pouvez utiliser la fonction lever la main qui est à droite de votre écran normalement. Et puis, j'espère pouvoir voir vos questions. Vous pouvez aussi intervenir sur la caméra. Puis sur Facebook aussi, on me dit qu'on peut poser des questions. Ces questions-là vont m'être acheminées. Donc, si je ne réponds pas à votre question ou que je ne la pose pas pour vous, je m'excuse d'avance. C'est la première fois que je modère quelque chose d'aussi grand. Donc, ça aussi, c'est excitant. Donc, je procède à la présentation de nos panélistes. Je vais commencer avec Stéphanie Chouinard, qui est professeure adjointe au département de sciences politiques de Queens. C'est une de nos boursières. On est très fiers de l'avoir. Tout le monde connaît Stéphanie parce que tout le monde en parle. Vous pouvez l'entendre intervenir très souvent dans les médias sociaux, mais aussi les médias traditionnels. Il menace à son émission de radio ou section de radio tous les vendredis, si je ne me trompe pas. À partir de cette semaine. Ça commence cette semaine? Oui. Excellent. Donc, ne manquez pas ça, vendredi. Tu peux faire ton pitch plus tard, tu auras plus d'informations que moi. Mais oui, c'est ça. Donc, Stéphanie qui est devenue la référence là, en matière de commentaires politiques dans les médias aujourd'hui. On a aussi François Larocque, qui est professeur titulaire à l'Université d'Ottawa, lui aussi boursier. Il était intervenant à la Cour suprême. Il détient la chaire de recherche sur la francophonie canadienne en droit et enjeux linguistiques. Donc, il représentait sa chaire en tant qu'intervenant auprès de la Cour suprême dans le dossier CSF-CB. Il va nous donner la perspective d'un professeur, expert en droit linguistique pour nous expliquer les contributions de cette décision-là au droit linguistique canadien. Se joint aussi à nous Christine Ruet-Norena, qui est avocate plaideuse au commissaire aux langues officielles. Elle aussi a représenté le commissaire devant la Cour suprême comme intervenant. Elle va nous expliquer le point de vue peut-être plus pointu ou technique de l'intervention du commissaire devant la Cour. Et non la moindre, Jennifer Klink, qui n'est pas une de nos boursières, mais c'est tout comme, parce que Jen, c'est de la famille. Elle est avocate chez Jurist Power. Elle et moi, on se connaît depuis notre cléricature à la Cour suprême, qui fait presque 10 ans maintenant. Jen était de loin la plus jeune, mais de loin la plus talentueuse chez les clercs. Donc, elle était avocate pour la partie demanderesse, le Conseil scolaire francophone de Colombie-Britannique. Son apport il nous est très intéressant ce soir. Elle va nous donner le point de vue d'une avocate au dossier, le point de vue des demandeurs, puis aussi le point de vue d'une avocate qui a été dans les tranchées du dossier pendant très longtemps. Donc, on peut commencer notre session de questions modérées. En fait, je vais commencer avec toi, Jen, pour nous donner une petite mise en contexte de l'enjeu ici. Quel était l'enjeu pour les demandeurs? Qu'est-ce qu'ils revendiquaient? Qu'est-ce qu'ils se sont fait refuser? Puis qu'est-ce qu'ils ont obtenu à la fin de la journée? Gabriel, et merci aussi aux organisateurs du panel. C'est quand même une assez énorme question, donc je vais essayer d'être aussi brève que possible. Les demandeurs dans cette cause, c'était le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique et des parents individuels. Donc, ce
ce qu'ils revendiquaient, il y avait deux éléments majeurs du litige, un élément systémique et un élément, disons, communautaire. Donc, les demandeurs, en première instance, ont contesté plusieurs éléments du système de financement des projets d'immobilisation scolaire de la province, ainsi que le système de financement du transport scolaire. En première instance, ils ont eu des gains très importants sur le côté systémique. La juge de première instance a conclu que plusieurs aspects du système de financement de la province désavantageaient les écoles françaises de manière systémique par rapport aux écoles anglophones. Donc, c'était des gains importants. La juge de procès a aussi conclu que le système de transport était sous-financé et a accordé des dommages-intérêts de 6 millions de dollars aux demandeurs. Donc, ça, c'est le côté systémique en première instance. Il y avait aussi le côté communautaire qui était, dans un certain sens, l'effet de tous ces défauts systémiques. Et les demandeurs ont contesté les circonstances dans 17 communautés où les installations et les programmes offerts à la communauté francophone étaient manquantes, inadéquates ou trop petites, généralement insuffisantes. Donc, en première instance, ils ont eu certains gains dans les demandes communautaires, mais les réparations ont été, dans certaines communautés, pas accordées ou étaient moins robustes que les demandeurs auraient espéré. Donc, ils ont porté la décision en appel, particulièrement sur les questions communautaires. Et la province a porté en appel la question sur le financement du transport. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a rejeté l'appel des demandeurs, mais accordé l'appel de la province. Donc, en appel, les demandeurs ont perdu ce 6 millions de dollars pour le sous-financement du transport. Donc, ça, ce sont les circonstances avant qu'on arrive à la Cour suprême du Canada. Donc, Cour suprême du Canada, les demandeurs revendiquent ce 6 millions de dollars ainsi que quelques autres petits aspects du système de financement, mais aussi cherchent à obtenir des réparations plus robustes dans plusieurs communautés. La Cour suprême du Canada leur donne gain de cause sur la grande majorité de leur appel. La Cour suprême du Canada, la majorité et aussi la minorité conclut que les dommages-intérêts de 6 millions devraient être réinstatés et accorde en effet un autre 1,1 million de dollars de dommages-intérêts. Dans les communautés, la Cour suprême du Canada conclut à un droit immédiat à 6 écoles homogènes dans plusieurs communautés, lorsque les tribunaux inférieurs avaient conclu que ce droit cristalliserait seulement dans 10 ans. La Cour suprême accorde aussi un autre 2 écoles homogènes dans des communautés où les tribunaux d'instance inférieure ont dit que le Conseil devait partager des espaces avec la majorité. Et en plus de ces conclusions concrètes, la Cour suprême du Canada réaffirme vraiment des principes de base concernant l'importance de l'article 23. Et il faut vraiment souligner que le ton et l'attitude de la Cour suprême a une valeur inestimable pour les communautés de langues officielles en situation minoritaire et aussi pour des litiges futurs. Donc, c'est ça mon sommaire aussi rapide que possible. C'est excellent, Jen, merci. Puis juste pour faire un petit suivi sur cette question-là, puis tu n'as peut-être pas la réponse à la question, mais juste nous donner une idée. Comme, si je crois qu'on comprenne, c'est que, bon, il y a eu des gains en première instance, pas vraiment en appel ou du tout, puis il y a eu des gains en Cour suprême. Fait que là, à la fin de la journée, il y a combien d'élèves à peu près qui ont soit maintenant accès à des écoles en français ou bien vont avoir accès à un meilleur service en raison du recours? Je dois dire que je ne connais pas le nombre précis. Un des éléments, c'est aussi même la façon dont on pense des nombres, parce que c'est des élèves présents ainsi que des élèves futurs, mais c'est certainement des milliers, mais
j'ai pas un chiffre précis pour l'instant. Juste le fait que tu as dit des milliers, c'est ça, c'est une réponse inspirante. Je me doutais bien que ce serait le cas. Il y a des milliers donc d'élèves franco-britanno-colombiens qui n'auraient pas eu accès donc aux services qu'ils méritaient, qui étaient leurs droits, finalement. Donc, ça donne une appréciation de l'impact colossal de ce que vous avez fait. Je tournerai maintenant vers François pour nous expliquer d'un point de vue juridique, c'est quoi l'apport de ce jugement-là à l'évolution des droits linguistiques au pays? Merci, Gabriel. Je veux, avant de rentrer dans le vif de la question, prendre un instant pour d'abord souhaiter la heureuse Saint-Jean à tout le monde, remercier les organisateurs. C'est vraiment inspirant de se retrouver ensemble sur cette tribune. Je veux aussi, parce qu'on a dit, je parle à mes co-panélistes, on s'est dit dans les courriels ce matin qu'on le ferait, alors je le fais. On fait ça un peu à tout le monde en parle, et donc je me suis versé un verre de vin, mais pas n'importe lequel, et j'en profite pour faire une blog. Vu que c'est la Saint-Jean, je voulais honorer des vignerons franco-ontariens, mais pas juste n'importe quel. Il s'agit du Clos du Vuilly, qui sont dans la ville, juste à l'extérieur d'Ottawa. Et ça s'appelle Éther. C'est Yann Éther, le vigneron, et sa femme Anne Grenon, qui font ces délicieux vins-là. Et Yann Éther se trouve être le frère de Caroline Éther, qui est une des fondatrices du cabinet Juris Power. Alors, je trouvais que c'était important de le souligner et de célébrer la grande victoire du CFCB de Juris Power, à qui je lève mon verre aujourd'hui avec le bon vin de la famille Éther. Voilà. À ta bonne santé, François. Et voilà. J'invite les autres aussi à nous faire part de ce avec quoi ils trinquent ce soir. En quoi est-ce que la décision a changé les droits linguistiques? Tellement de niveaux. Je vais essayer de garder ça le plus court possible. D'abord, il faut reconnaître que Juris Power ici ont fait un pari audacieux. Normalement, historiquement, lorsqu'on fait lorsqu'on a fait des contestations fondées sur l'article 23 de la Charte, on allait une école à la fois, une communauté à la fois. Jamais est-ce que ça s'est vu auparavant d'aller avec, comme Jennifer l'a dit, des revendications là, systémiques sur tout le système et dans multiples communautés à la fois. C'est un travail colossal que cette équipe de juristes-là ont mené, juste au niveau de recueillir la preuve, apporter des experts. Ça s'est traduit aussi, donc, par, Jennifer, tu me corrigeras si j'ai tort, le plus long procès, ou le plus gros procès civil dans l'histoire de la Colombie-Britannique. Certainement une des plus longues décisions que moi, j'ai jamais lues de ma vie de juriste. Et donc, à tout égard, cette cause ici est unique. Et ça mérite d'être souligné, je pense. Mais elle mérite d'être soulignée, la cause, en raison des conclusions de la Cour. Et oui, le ton qui se dégage du jugement comme tel est important. C'est puissant, c'est inspirant. On sent que le juge en chef voulait passer un message clair, non seulement à la Colombie-Britannique, mais aux autres provinces qui font face peut-être à des litiges similaires. Alors, les conclusions, je vais parler rapidement de 3 dispositions de la Charte, puis on m'a prévenu que l'auditoire aujourd'hui n'était pas nécessairement tous des juristes, alors je vais sauter les technicalités, puis je vais aller plutôt dans le vif des grandes lignes de ces 3 dispositions de la Charte très importantes qui ont été impliquées dans cette affaire. D'abord, évidemment, l'article 23. L'article 23, c'est la disposition de la Charte qui garantit à tous les Canadiens le droit à l'éducation dans la langue de la minorité. Et donc, c'est-à-dire si on est un francophone en Colombie-Britannique, que le français, c'est la première langue apprise et toujours comprise, on a droit à l'éducation en français. Et c'est une grande avancée dans la jurisprudence qui porte de l'article 23. La Cour avait, il faut savoir, en 1990, dans un arrêt très important fondant l'Alberta, qui s'appelle l'arrêt de May, étalé des principes de base qui, depuis 1990, gouvernent ce
cette jurisprudence-là, cette sorte de litige-là. Ici, la Cour est allée plus loin en précisant comment l'article 23 va s'appliquer dans des contextes où il y a des communautés où la population est plus petite, plus modeste, la population francophone, je veux dire. Et donc ça, c'était très utile pour clarifier les modalités de l'application de l'article 23 dans ces communautés-là. Ce que je trouve vraiment important, c'est comment la Cour a qualifié l'article 23 comme étant, comme son objet. Son objet étant, on l'a toujours dit dans la jurisprudence, réparateur. On voulait réparer les injustices du passé. Le fait, par exemple, que c'est un fait historique triste, je pense, dans l'histoire du Canada, qu'à peu près toutes les provinces du pays ont, à un moment donné ou à un autre, tenté de retirer le droit à leur minorité d'étudier dans leur langue. Donc, les autres provinces l'ont fait, hors Québec l'ont fait aux francophones, et le Québec aussi a tenté de mettre des restrictions sur l'éducation en anglais dans sa province. Et donc, l'article 23, en 1982, lorsque la charte a été adoptée, c'était comme un reset de la relation autour des langues officielles, un genre de New Deal, comme je l'avais, c'est le terme que j'ai employé durant la plaidoirie. Et ce que la Cour nous dit, c'est que l'entente que l'article 23 représente va être honorée et elle sera surveillée par les tribunaux et elle va être respectée. Donc, oui, elle est réparatrice. L'article 23 a une vocation réparatrice pour réparer les injustices du passé. Elle est une fonction préventive, nous dit la Cour, parce qu'on veut prévenir la perte de culture, l'érosion de la langue et de la culture partout au Canada. Et ce qu'elle a dit pour la première fois, sauf erreur de ma part, je n'ai jamais vu la Cour qualifier l'article 23 de cette manière-là, a qualifié l'article 23 d'avoir une vocation unificatrice. C'est-à-dire que lié à nos droits de citoyens canadiens de mobilité, on peut se promener partout, on peut être acadien puis aller travailler en Alberta, on peut être franco-ontarien puis aller travailler en Colombie-Britannique, on peut se promener, mais on devrait pouvoir le faire sans craindre de perdre notre langue et notre culture. Et si je choisis de déplacer ma famille dans un autre bout du pays, ce n'est pas parce que je suis en situation minoritaire que je devrais craindre que ma langue va disparaître ou que je n'aurai pas l'appui nécessaire pour transmettre la langue et la culture à mes enfants. Donc ça, c'est, je pense, une très belle contribution de cet arrêt-là sur l'article 23. Bref, elle promeut ce que moi j'appelle ou j'essaie de développer comme thèse d'une sécurité linguistique autour des langues officielles. Deux autres dispositions qui est la cause de donc l'article 23, il y a eu l'article 1er, ça c'est la deuxième disposition dont je veux parler. Alors pour les non-initiés, l'article 1er de la charte, la belle charte de droits et libertés, commence avec l'article suivant. Tous les droits, les Canadiens jouissent de tous les droits suivants qui sont énumérés dans cette charte. Donc, la première phrase de l'article 1er est très encourageante. Deuxième phrase de l'article 1er dit on peut porter atteinte à ces droits, mais seulement avec des justifications qui peuvent être justifiées là, avec des motifs qui sont justifiables dans une société libre et démocratique. Donc, peut-on justifier une violation de l'article 23? Ça, c'était la première fois que la Cour suprême avait vraiment à répondre à cette question-là. Par le passé, à chaque fois qu'on apportait une contestation fondée sur l'article 23, la Cour n'avait pas à le faire. Et ici, parce que ça avait été en jeu en cour d'appel, puis parce que la question était vraiment posée, il fallait y répondre. Et la Cour nous dit, bon, formellement... Juste t'interrompre ici, juste pour clarifier. Quand on parle d'une justification d'une violation, là, comme mettons que des gens veulent une nouvelle école francophone en Colombie-Britannique, puis le gouvernement dit très bien, vous avez le droit à ça, mais on ne vous la donnera pas. Pourquoi? Parce que c'est trop cher. C'est ça que tu veux dire. Et dans l'occurrence, c'est exactement l'argument qui a été avancé. La province dit, oui, franco-colombien, vous avez le droit, mais nous, on a le droit aussi de gérer nos budgets. Nous, on a le droit d'allouer de manière rationnelle et prévisible les fonds publics. Alors, vos droits, oui, ils existent, mais on peut peut-être justifier, pas y donner effet, par ces arguments économiques-là. Et la Cour a balayé ça du revers de la main. Elle a dit, formellement, oui, d'accord, on peut imaginer qu'une justification pourrait être envisageable à l'article 23, mais les justifications de violation à l'article 23 vont être soumises à une norme très élevée. En fait, elle emploie le mot très sévère.
et pour plein de raisons très importantes qu'on pourrait rentrer dedans plus tard. Donc, mais certainement, la gestion ordinaire des budgets provinciaux ne constitue pas une bonne raison suffisante pour justifier une violation de l'article 23, nous dit la Cour suprême dans l'arrêt CSFCP. Ça, c'est une avancée très importante, hein, parce que souvent, même si c'est une obligation constitutionnelle de construire des écoles françaises partout au pays, curieusement, ça ne semble pas être une priorité des gouvernements provinciaux. Puis ce qu'on se fait dire tout le temps, puis ils ne le disent pas tout le temps dans ces mots-là, mais c'est ça, là, c'est c'est trop cher. Si vous demandez que c'est trop cher, puis en plus, c'est parce que les écoles francophones, souvent, sont plus chères que les écoles anglophones parce qu'on ne fait pas d'économie d'échelle. Ça coûte cher embaucher des enseignants, des enseignantes francophones, acheter des livres en français. J'ai vécu cette expérience-là en Saskatchewan dernièrement. Les francophones sont tout le temps derniers sur la liste. Fait que là, ce que la Cour suprême vient dire, finalement, c'est qu'il n'y a pas d'excuse financière pour pas construire une école francophone en milieu minoritaire. Tout à fait. Très bonne précision, Noël. Et donc, la dernière disposition dont je voulais parler très rapidement, mais très sommairement, c'est l'article 24 de la Charte. Une fois qu'on a constaté une violation d'un droit fondamental protégé par la Charte et qu'on a conclu que cette violation-là n'était pas justifiée au regard de l'article 1er, la Cour a un pouvoir réparateur assez large, un pouvoir très, très large. Et la Cour, en première instance, vous vous souvenez, d'après le topo que Jennifer a donné tout à l'heure, a donné des dommages-intérêts fondés sur la Charte, donc une somme de 6 millions de dollars, pour reconnaître le fait que la violation pour le transport scolaire et que le transport scolaire souffrait systémiquement et de manière chronique de sous-financement. Et donc, pour reconnaître que c'était une violation importante, la Cour avait donné 6 millions. La Cour suprême a donc rétabli cette ordonnance de dommages-intérêts et en plus a majoré l'ordonnance d'un autre 1 million. Donc, je vais laisser à Jennifer parler de ces détails-là. Mais bref, donc, c'est pas tous les jours que la Cour suprême donne des dommages-intérêts pour des violations fondées sur la Charte. Et certainement, je pense que c'est la première fois qu'elle le fait pour des droits linguistiques. Donc, c'est ça. Puis l'idée derrière ça, c'est qu'il y avait une violation. La violation étant que le conseil scolaire avait des frais supplémentaires à payer parce qu'ils étaient un conseil scolaire francophone, transport scolaire qui est plus cher, etc., etc. La province a dit non, on ne paye pas, essentiellement. Et puis, ce que la Cour suprême vient dire, c'est que c'est pas la communauté francophone qui va faire les frais de cette violation-là, c'est la province qui doit donc dédommager carrément avec de l'argent ces violations-là. Ce sont des violations qui ont coûté de l'argent à la communauté francophone. Merci beaucoup, François. J'aimerais me tourner maintenant vers Stéphanie. Puis ma question est la suivante. La Cour suprême semble passer un message très clair, non seulement aux tribunaux, mais surtout au gouvernement, selon moi, que, écoutez, c'est pas compliqué, là. L'article 23 dit, vous devez financer la construction et le maintien d'écoles francophones en milieu minoritaire. Puis voici une méthode comment suivre. Ce n'est pas juste les tribunaux, mais les gouvernements aussi, comme vous prenez les données du recensement, vous voyez combien de francophones qu'il y a, ça vous dit ça, c'est quoi le niveau de service auquel ils ont besoin. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont le droit à des salles de classe dans une école anglophone? Est-ce qu'ils ont le droit à une école homogène, entièrement français, entièrement francophone? Est-ce qu'ils ont le droit à gérer leur propre conseil scolaire? Puis ensuite, la deuxième étape, c'est, bon, à quoi est-ce qu'ils ont le droit concrètement là, en termes de qualité de service? Ont-ils droit à des laboratoires? Ont-ils droit à des gymnases? Etc., etc. Donc, ça donne comme une espèce de roadmap. Là. Il y a une recette là, que la Cour suprême donne. Puis, si les gouvernements faisaient leur job, il y aurait juste à suivre la recette. Puis, on n'aurait pas besoin d'aller devant les tribunaux pour réclamer nos écoles. S'ils faisaient leur job comme il faut, ils feraient leur propre initiative. Est-ce que je rêve en couleur que les gouvernements vont faire ça suite au jugement? Oui, première des choses, merci aux organisateurs et merci à tout le monde qui s'est joint à nous ce soir, le soir de la Saint-Jean de surcroît. Donc, c'est vraiment chouette de voir une aussi belle participation. Puisque je suis la seule non-juriste sur le panel, j'aimerais féliciter les juristes qui ont participé à la cause. Certains et certaines, dont Jennifer, depuis des années et des années. Donc, moi aussi, je vous lève mon verre. Je ne peux pas accoter François, mais moi, c'est aussi un vin ontarien. C'est un vin orange parce que je suis fancy comme ça. Ça vient de Southbrook,
qui est un vin biodynamique de la région du Niagara, et où on peut être servi en français. Je les ai testés. Donc, tu nous donneras l'adresse. Pour ma part, je bois de l'eau ontarienne. Oh, payé avec l'argent des contribuables, c'est bien. C'est ça. Donc, est-ce qu'on rêve en couleur? Ben, je pense que l'un des arguments qui, pour ma part, faisait le plus peur dans l'argumentaire de la Colombie-Britannique dans la cause, qui finalement a été complètement balayé du revers de la main par les juges, c'était toute la question de la proportionnalité. Hein, parce que la Colombie-Britannique disait, en gros, la question de l'égalité réelle ou de l'équivalence réelle dans la question scolaire devrait être assujettie à la grandeur de l'école. C'est-à-dire que plus petite est l'école, moins on devrait s'attendre d'avoir des bons services. Ce qui aurait eu un potentiel, selon moi, dévastateur dans plusieurs régions, et incluant en région urbaine où on sait très bien que les écoles ne peuvent pas accoter les écoles de la majorité où il y a des milliers et des milliers d'étudiants. Et donc, d'avoir, comme tu dis, ce roadmap-là, de dire non, le critère d'équivalence réelle qui a été mis, disons, clarifié tout dernièrement dans Rose des Vents et sur lequel on a bâti dans la décision de la semaine dernière, et pas assujetti à cette proportionnalité-là. Les étudiants qui vont dans les écoles françaises doivent avoir une égalité de chances de réussite dans la vie. Et donc, on ne peut pas s'attendre à avoir un gymnase qui finit par être un coin derrière une porte parce que notre école est plus petite en termes de nombre d'étudiants. Par contre, bon, et c'est là où on rentre un peu dans mon domaine à moi qu'est-ce qui se passe une fois qu'on sort du tribunal? Une fois qu'on a cette décision-là entre les mains, comment est-ce qu'on s'assure que ce qui est écrit sur papier devienne réel? Qu'il y ait des pelles qui soient mises en terre, qu'il y ait du ciment qui soit coulé, qu'il y ait des gymnases qui soient bâtis, etc. Et c'est là où la limite très claire, je pense, du pouvoir des tribunaux est ressentie, c'est-à-dire qu'on peut avoir des jugements qui ordonnent au gouvernement de construire des écoles de telle grosseur, avec telle proportion, avec tel type de service. Les gouvernements ont la possibilité, et ils le font, la Colombie-Britannique le fait depuis 5 ans dans la question dans l'école de Rose des Vents, peuvent bretter longtemps. Et peuvent faire passer ça sur le dos de c'est difficile de trouver un terrain. Il faut négocier avec un autre conseil scolaire. Ça, on le vit dans mon quartier ici à Toronto présentement avec l'école Greenwood qui sera peut-être un énième litige. Et donc, c'est quelque chose qu'on vit dans le domaine du droit scolaire, mais qui est finalement quelque chose qui transparaît dans tous les types de droits positifs, c'est-à-dire là où on peut avoir un droit sur papier, mais il faut que le gouvernement agisse pour que ce droit-là devienne réel. C'est que, justement, il ne prend forme que lorsque le gouvernement agit. Et là, je pense qu'on est loin de la coupe aux lèvres dans plusieurs des communautés qui ont eu un jugement favorable la semaine dernière. Et ça, on le sait parce que, tous les gouvernements ne sont pas de bonne foi vis-à-vis de leur minorité. La Colombie-Britannique est probablement parmi ceux qui le sont le moins. Si on constate que ça fait maintenant 3 fois en moins de 10 ans que la communauté franco-colombienne se rend en Cour suprême pour obtenir gain de cause dans des causes de droit linguistique, que ça fait 5 ans que les parents de l'école Rose des Vents attendent d'avoir autre chose qu'une roulotte pour obtenir une équivalence réelle dans le domaine de l'éducation. Et donc là, on est en droit de se poser qu'est-ce qui devient juste pour ces parents-là? Après combien de temps est-ce que tu es supposé d'attendre après une décision de la Cour suprême pour que tes enfants ou les enfants de ton voisin, parce que tes enfants, toi, sont probablement rendus trop vieux anyway, pour que ces droits-là deviennent réels, que ces écoles-là existent pour vrai. Et ça, c'était une des choses qui m'avait surprise dans CSF-CB, c'était que la Cour suprême, il y avait un jugement déclaratoire là, où il y avait, je pense, 8 communautés où on dit très clairement les nombres le justifient, ces écoles-là devraient être construites, mais on parle aussi d'un délai raisonnable. Et ça, moi, ça m'a fait sonner des cloches
parce qu'on n'explique pas ce qu'est ce délai raisonnable-là. Et là, moi, je pose la question à mes collègues qui étaient juristes et qui ont vu l'arrière du rideau. J'aimerais savoir comment ça se fait que la Cour suprême ne s'est pas saisie du précédent, qui est le précédent Doucette-Boudreau. Et là, je vais faire ça très rapidement. En l'an 2000, la Cour suprême a été saisie d'une cause de droit à l'instruction où le juge de première instance en Nouvelle-Écosse voyait qu'il y avait 5 communautés où le nombre justifiait la construction d'écoles, et le gouvernement était d'accord. Oui, il y a des jeunes là, il y a assez de jeunes pour qu'on construise des écoles, mais après des années et des années, ces écoles-là n'étaient pas construites. Et donc, le juge de première instance a dit, bien là, ça va faire, a mis son pied à terre et a décidé de garder la cause ouverte et d'établir une série de rencontres avec le ministère de l'Éducation, avec les parents, pour s'assurer que ces écoles-là étaient bel et bien construites. Il n'allait pas fermer le dossier jusqu'à temps que les écoles soient construites. Et... Ça dit en passant, dans le milieu juridique, ce genre de situation-là, c'est excessivement rare en milieu constitutionnel. C'est le genre d'affaires qu'on voit en droit de la famille. Hein? Quand il y a une séparation qui se fait, la Cour demeure saisie, qu'on appelle, d'un dossier pour s'assurer que les parents respectent les ordonnances de la Cour. En droit constitutionnel, c'était du jamais vu. C'est ça, et c'est justement sur cette question-là précisément que la Nouvelle-Écosse s'est rendue en Cour suprême parce qu'elle contestait le fait que le juge de première instance était resté saisi de l'affaire en disant « il est allé trop loin, ça ne devrait pas être la responsabilité du juge de faire ça ». Et la Cour suprême, en fait, a donné raison au juge Leblanc à cette époque-là en disant « écoutez, l'assimilation est rampante dans ces écoles, dans ces régions-là, il y a une urgence d'agir. » Et le remède, la solution qui a été trouvée est certainement nouvelle, certainement peu orthodoxe, mais ça passe le test, en gros. Et donc, pourquoi est-ce qu'un tel remède n'est pas utilisé dans le cas des communautés? I just took a poop in... On a on est en train de se faire bomber, là. Hein? C'est ça qui se passe. Heureusement, notre administrateur et bouncer, notre videur. La gâchette rapide. La gâchette rapide, oui. C'est ça. Donc, la Cour suprême ici a dit dans CSFCB qu'il faut construire ces écoles-là en délai utile, dans un délai utile. C'est ça l'expression qu'ils ont utilisée, qui est très différente de Doucette-Boudreau, où on dit non, c'est urgent. C'est urgent. Oui. Ici, ça a l'air comme moins urgent. Délai utile. Qu'est-ce que ça veut dire utile? Est-ce que ça veut dire... Et donc, la question que j'aimerais poser, moi, c'est est-ce que parmi les 18 intervenants, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mobilisé Doucette-Boudreau? Est-ce que c'était un choix de la Cour de ne pas le reprendre? Ou est-ce que ça a juste pas été utilisé comme précédent dans cette cause-là? Parce qu'il me semblait là qu'il y avait un bel outil potentiel pour régler cette question-là et un peu tordre le bras, finalement. Jennifer, Oui, je pense que la meilleure réponse est en effet, Stéphanie, tu l'avais mentionné, que dans Doucette-Boudreau, ce qui était vraiment particulier, c'était que le juge de première instance avait conclu qu'une telle réparation était appropriée. Il faut se rappeler aussi que c'est le juge de première instance qui demeure saisi. Donc, dans ce cas-ci, la juge de première instance a refusé la demande de demeurer saisie et les tribunaux d'appel, généralement, ils considèrent les réparations comme étant vraiment comme le domaine du juge de première instance. Les juges de première instance ont beaucoup de discrétion dans ce domaine-là. Donc, bien que ça pourrait sembler vraiment similaire, c'est une différence importante que dans un cas, le juge de procès avait décidé de faire cela et ici, la juge de procès ne voulait pas faire cela. Donc, c'est difficile d'imaginer, peut-être pas impossible, mais que la Cour suprême aurait imposé à la juge de faire quelque chose qu'elle ne voulait pas faire. Ça aurait été très, très inusité. Et il faut mentionner aussi que le défaut de demeurer saisi n'empêche pas aux demandeurs dans cette cause de retourner en cour et devant un autre juge. Donc, c'est pas la même chose, mais c'est toujours possible d'obtenir des réparations plus agressives subséquemment. Mais ça met le poids, encore une fois, sur les épaules des parents de la commission scolaire, d'être obligé de revenir devant les tribunaux une fois qu'on a passé 10 ans à se battre pour se rendre en Cour suprême. Et donc, d'un point de vue humain, disons, c'est ce que je déplore.
Non, merci beaucoup, Stéphanie puis Jen. C'est effectivement un défi qui se pose dans tous les jugements, mais ici, évidemment, c'est une question encore plus compliquée. Je vais me tourner vers Christine Renorena, qui était avocate pour le commissaire aux langues officielles là-dedans. C'était quoi les préoccupations du commissaire, Christine, dans ce dossier-là? Merci Gabrielle et merci aux organisateurs de la conférence ce soir. Une très belle initiative de l'association et c'est un plaisir d'être avec vous ce soir pour discuter de la décision fort intéressante. Juste avant de commencer, je ne vais pas à mon tour vous parler de vin, mais je vais faire ma renonciation habituelle de fonctionnaire. Qui est de vous préciser que même si ce soir, je vais parler du commissaire ou du commissariat dans mes interventions, les propos que je vais tenir sont les miens et je les assume pleinement. Donc, pour parler un peu des motivations et des intérêts du commissaire dans cette affaire, donc, le mandat le plus connu du commissaire aux langues officielles, c'est de veiller au respect de la loi. Et puis, une grande partie de son mandat consiste à recevoir des plaintes et à faire enquête sur ces plaintes. Mais son mandat plus large consiste aussi à faire avancer le dossier des langues officielles au Canada, ce qui inclut l'avancement des droits linguistiques au niveau de la loi sur les langues officielles, mais aussi au niveau constitutionnel. Donc, pour ce faire, le commissaire peut demander l'autorisation d'intervenir dans toute instance judiciaire qui porte sur des questions de langue officielle ou de droit linguistique. Souvent, toutes ces causes-là, même celles qui pourraient porter sur des droits scolaires, donc qui ne relèvent pas directement du champ de compétences du commissaire, peuvent avoir un impact au niveau de l'interprétation ou de l'application qu'on pourrait donner à la loi sur les langues officielles. Donc, c'est vraiment dans l'intérêt du commissaire de continuer à faire avancer ses droits et à contribuer au maintien d'une interprétation qui est large et libérale des droits linguistiques pour qu'il puisse poursuivre son mandat. Donc, les décisions positives comme celle qui vient d'être rendue par la Cour suprême du Canada et qui fait l'objet de discussion ce soir contribuent à une jurisprudence qui peut être invoquée par le commissaire et d'autres acteurs dans le monde des droits linguistiques pour continuer à bâtir et faire évoluer les droits. Et puis, en fait, un bel exemple de ça, la professeure Chouinard vient d'en parler, mais c'est la question du principe de l'égalité réelle. Donc, c'est un principe qui avait beaucoup d'importance ici dans la cause de droits scolaires, mais c'est aussi un principe de base des droits linguistiques quand on parle de services ou de communication au public, donc le droit et l'accès à un service de qualité égale en français et en anglais. Donc, ce genre de décision de la Cour suprême du Canada aide à nourrir la jurisprudence qui permet au commissaire de poursuivre et de faire avancer son mandat. Merci beaucoup, Christine. Je veux ouvrir bientôt la discussion à l'auditoire. J'ai une dernière petite question pour Jennifer qui a bien voulu se joindre à nous ce soir. La veille de recevoir le jugement de la Cour suprême, c'était quoi qui te stressait le plus? Je pense que ce qui me stressait le plus, c'était vraiment à deux niveaux. Premièrement, sur cette question de ton, ça me préoccupait énormément que les tribunaux d'instance inférieure avaient préconisé une approche qui tendait à miner l'article 23 par un esprit de défaitisme. Ça privilégiait des considérations dites pratiques. Ils ont pris une position sur la jurisprudence antérieure, mettant l'emphase sur la nécessité d'avoir une interprétation dite prudente de l'article 23. Les tribunaux d'instance inférieure avaient permis aux considérations financières ordinaires
d'être privilégiés ou de permettre une justification d'une atteinte à l'article 23. Ils ont même permis le haut taux d'assimilation en Colombie-Britannique de minimiser l'importance des atteintes à ces droits. Et tous ces éléments je dis ton, ou c'est comme peut-être des principes d'interprétation ou l'approche envers l'article 23, j'avais vraiment un stress profond que même un de ces éléments pourrait survivre cette décision de la Cour suprême du Canada parce qu'elles sont extrêmement nuisibles. Donc, j'étais très rassurée par la décision de la Cour suprême du Canada qui a complètement renversé cette position et en fait a avancé l'interprétation de l'article 23, a mis l'emphase sur une interprétation encore plus robuste, a dit que Maé même n'est pas... Maé, c'est comme avant cette décision, la décision phare sur l'article 23, selon la Cour suprême du Canada, l'interprétation dans Maé n'est même pas assez libérale et téléologique. Donc, c'était vraiment positif. Et l'autre chose, c'était vraiment côté opposé, c'était toutes ces petites questions techniques portant sur comment le cadre allait s'appliquer. Parce que c'est vraiment la première fois, je pense, que la Cour suprême a dû se prononcer systématiquement sur chaque élément de l'analyse. Et ayant travaillé sur le mémoire et sur le dossier pour tellement de temps, je voyais comment des gains sur un point pourraient être perdus sur un autre élément de l'analyse. Donc, j'avais vraiment une préoccupation que des petites choses pourraient imposer des fardeaux de preuves insurmontables, par exemple. Et encore là, je trouve que ce que la Cour suprême a fait, on a vraiment évité une telle conclusion et on a en fait obtenu comme une présomption favorable, des choses techniques pour des avocats, mais ces détails comme ça, ils ont des conséquences pratiques très importantes. Ouais. Donc, ça simplifie la tâche beaucoup. Puis, non, il y avait raison d'être stressé. Les instances inférieures avaient essentiellement dit, écoutez, l'assimilation, c'est pas un tort si important que ça parce que vous vous assimilez anyway, même avec des écoles. Fait, c'est pourquoi qu'on s'occuperait de ça. Puis ça, la Cour suprême leur a parlé dans le casse un petit peu, puis ça, c'était très encourageant de voir. Je vais ouvrir la discussion. Il nous reste 13 minutes. J'ai une belle question ici déjà de la sénatrice Raymonde Gagné qui demande à tous les conférenciers, dit « Les provinces et les communautés vont avoir besoin de chiffres précis pour faire respecter ce jugement. Le dénombrement des ayants droit sera important. Est-ce possible d'entendre les conférenciers sur ce sujet? Il sera important que le gouvernement donne une directive claire en ce sens en incluant des questions dans le formulaire court du recensement. » Stéphanie, as-tu une réponse? Oui, c'est vraiment important. Il faut continuer à faire pression sur le gouvernement. Je pense que c'était sur le radar du gouvernement avant la COVID-19 où un peu tout a dégringolé, sauf finalement s'assurer que les Canadiens en ressortent aussi sains et saufs que possible. Et là, ben, malheureusement, puisque le gouvernement est un peu obnubilé depuis le mois de mars par la COVID-19, le temps presse de plus en plus. Mais c'est fondamental qu'il y ait des questions plus précises dans le formulaire court du recensement. Ça, je pense que, bon, je sais que la FCFA, par exemple, préconise qu'on modifie la loi sur les langues officielles pour qu'il y ait une clause sur les questions du recensement. Moi, je ne suis pas nécessairement d'accord avec cette approche-là. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas rendre la loi sur les langues officielles une espèce de fourre-tout avec un paquet d'affaires qui n'ont pas nécessairement rapport. Mais sur la question du recensement, effectivement, il faut que ça bouge parce qu'on s'en rend compte que là où les gouvernements acceptent de bonne foi de bâtir de nouvelles écoles, 10 ans plus tard, les écoles débordent parce qu'on n'a pas été en mesure de bien recenser le nombre d'étudiants potentiels. Fait qu'on tourne dans le vide, là. François, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager comme étant quelque chose à intégrer dans la nouvelle loi sur les langues officielles? Potentiellement, mais je pense que Stéphanie vient de soulever un danger réel. Tout le monde parle de la modernisation de la loi sur les langues officielles et comment c'est un projet important, et absolument.
Mais c'est ça, il faut se garder peut-être de trop mettre dans cette loi-là. Peut-être. Ça risque de compliquer les choses, mais je comprends l'attraction de cette approche-là, étant donné qu'il s'agit d'une loi quasi constitutionnelle qui a plus de poids qu'une autre loi dite ordinaire là, du fédéral. Donc, je comprends pourquoi l'approche est intéressante. Mais je suis entièrement d'accord que le nerf de la guerre sera le dénombrement des ayants droit. Et que si... Parce que ce que la Cour, je pense que la Cour suprême l'avait dit dans Maï, mais la Cour suprême dans CSACB l'a répété, quand on pense au nombre d'étudiants pour une école ou dans une communauté, on fixe le nombre pas en fonction du nombre actuel, mais le nombre projeté. Donc, ce vers où la communauté se dirige. Donc, c'est important d'avoir des bonnes notions démographiques des croissances. En Colombie-Britannique, la francophonie augmente, donc en nombre absolu. Donc, ça serait important d'avoir des portraits clairs, pas simplement dans cette province-là, mais dans toutes les provinces du pays. D'accord, merci. Il y a aussi le sénateur Cormier qui aurait une question. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Je veux d'abord vous féliciter, messieurs, dames, pour cette rencontre et pour la qualité du travail qu'ont fait les juristes dans cette cause. En fait, ma question, comme très souvent, rejoint celle de la sénatrice Gagné. En fait, pour tout vous dire, on a parfois souvent les mêmes questions, c'est-à-dire cette question des ayants droit. Puis je me demandais si vous aviez, puis évidemment, moi, je ne suis pas juriste et parfois, j'ai une terminologie qui n'est pas tout à fait adéquate, mais quels seraient les autres facteurs ou stratégies qui empêcheraient, en fait, la mise en application de la décision de la Cour suprême pour les autres provinces? Parce qu'en fait, évidemment, la question des ayants droit est déterminante, mais est-ce qu'il y a d'autres, à votre avis, d'autres facteurs ou d'autres considérations qu'il faudrait prendre en compte? Parce que je crois que c'est une nouvelle extrêmement positive que celle-ci. Et en même temps, très, très vite, à la lumière de ce que disait Mme Chouinard, on se pose la question de qu'est-ce qui va faire au-delà du délai raisonnable ou des fois du brettage, comme vous dites, des gouvernements, qu'est-ce qu'il faudrait surveiller d'autre que le dénombrement? Je vais prendre la question. François, Christine, Jennifer, Stéphanie. Bien. En tout cas, c'est une très bonne question. Moi, je vais relancer la patate chaude à Jennifer dans 3 secondes parce que je pense qu'elle a peut-être des idées plus poussées là-dessus que moi. Mais il me semble que c'est dans la gestion de la relation du gouvernement provincial avec la minorité qu'il risque de se passer des choses et des glissements. Donc, peut-être qu'il faut surveiller ça. Par exemple, un des enjeux, je sais, dans la province de Colombie-Britannique, c'était le gouvernement a renvoyé la balle, disait oui, d'accord, on n'a pas d'argent, ou on a de l'argent, mais on veut la dépenser comme nous, on veut, et sur des priorités que nous, on fixe. Mais ensuite, parmi les immobilisations que proposait la communauté, il y avait un certain jeu qui se faisait, Jennifer, corrige-moi si j'ai tort, sur la priorité. Quelle communauté aurait son école avant quelle autre et tout ça? Donc, donc une stratégie de parfois mettre une communauté contre une autre, donc de diviser pour mieux régner, c'est l'expression qui me vient à l'esprit. Ça, c'est de la petite bataille de la petite politique qu'il faut juste faire attention. Les principes sont désormais clairs, fort heureusement. Jennifer? C'est certain sur le côté priorisation, je pense que ça va forcer les ayants droit, leurs conseils scolaires de travailler plus fort. Une des choses que la Cour note comme pouvant justifier le fait que certains projets aillent de l'avant avant que d'autres, c'est la capacité administrative des conseils scolaires. Et c'est juste pour noter que je pense que c'est un peu possible que la Cour suprême du Canada sous-estime la volonté des conseils de travailler extrêmement fort. Donc, je pense que les conseils vont être en train d'essayer de faire le plus de projets en même temps qu'ils peuvent. Donc, c'est une question de vraiment se pousser un peu plus fort. Ça va être un défi, mais je suis certaine que les communautés vont relever le défi. Une autre chose
que je vois comme proche sur l'horizon, c'est vraiment les obligations des autres organismes gouvernementaux qui ont la capacité d'aider les conseils scolaires. Donc, ça peut être n'importe quel organisme gouvernemental qui possède un terrain, par exemple. La mesure dans laquelle ces organismes et même le gouvernement fédéral doit aider à accorder l'espace nécessaire. Et c'est un élément de la jurisprudence qui est maintenant juste naissante, mais je pense qu'il y aura certainement des développements de ce côté-là. Ouais, c'est une des difficultés auxquelles on ne pense pas quand on pense aux droits linguistiques, c'est qu'on bâtit des écoles, hein, c'est des projets infrastructuraux comme d'autres, puis qui se heurtent au même genre d'obstacles. Donc, par exemple, à Toronto, je pense, ou si tu es à Hamilton, je pense que c'est Toronto, même genre d'enjeu. On a le droit à une école, il n'y a pas de problème, le gouvernement finance, mais là, qu'est-ce qui arrive? C'est les voisins qui s'opposent. Pourquoi? C'est pour des considérations qui ont trait à l'aménagement du territoire, qui n'ont rien à voir avec les droits linguistiques. Peut-être qu'il y a des intentions anti-francophones, mais je pense que souvent, c'est vraiment des trucs de bonne foi. Ces obstacles-là sont aussi des atermoiements qui contribuent à l'assimilation. Stéphanie, as-tu quelque chose à rajouter? Oui, c'est peut-être un aspect plus social ou psychosocial qui vient avec ces litiges-là, auxquels on ne pense pas nécessairement quand on reçoit une belle décision bien satisfaisante à plusieurs égards de la Cour suprême, par exemple. C'est l'effet que ces litiges-là peuvent avoir sur les communautés. J'ai pensé à ça en lisant, en fait, la biographie de Michel Bastarache. Et j'aimerais vous lire un passage, je vais essayer de garder ce court, mais qui porte sur l'arrêt Arsenault-Cameron. Et là, je ne sais pas si c'est M. Bastarache ou si c'est le journaliste, M. Trépanier, qui a été interviewé, en fait, Mme Arsenault, dans l'affaire Arsenault-Cameron. Mais je pense que cette décision-là est particulièrement parlante sur les impacts que ces litiges-là peuvent avoir d'un point de vue personnel, d'un point de vue communautaire. Et là, je cite le livre. « Partout à l'île du Prince-Édouard, les regards suspicieux sont perceptibles lorsque la cause Arsenault-Cameron est abordée. 20 ans après la décision, la tension règne entre anglophones et francophones en matière d'éducation. Les anglophones diront qu'ils mettent de l'eau dans leur vin, qu'ils sont ouverts à la francophonie et qu'ils sont tolérants. Ils diront même aux francophones d'apprécier ce qui leur a été donné. Les francophones répliqueront qu'ils sont traités comme des gens de seconde classe et qu'ils ont le droit d'avoir une éducation de langue française de qualité. Et les politiciens là-dedans se targuent d'avoir l'affichage bilingue à de nombreux endroits dans la province et de faire la promotion de la culture acadienne. Noëlla Arsenault est une femme unique. Expressive, drôle et déterminée, elle est là dans la cuisine de son jumelé de Charlottetown et se souvient de cette galère qui l'amènera tout droit sur la scène nationale. Celle qui fut jadis coiffeuse est désormais fonctionnaire au ministère des Anciens combattants. Elle tient son café à deux mains, puis se remémore l'après, après cette grande victoire en Cour suprême du Canada. Ils vont m'en vouloir pour toujours, lâche-t-elle. Les anglophones, mais aussi des francophones de la région évangéline qui ne peuvent toujours pas digérer son militantisme des années 90. La victoire qu'elle a gagnée en Cour suprême les dérange au plus haut point. Eux, purs inconnus, et eux, son mari et ses enfants. Sa bataille lui a coûté son mariage. Son mari n'a jamais été en mesure de soutenir la pression de ses clients et surtout de l'appuyer consciemment. À l'époque, ses enfants sont victimes de discrimination dans l'autobus et à l'école. Certains se font même battre. 2 d'entre eux, qui sont alors en 9e et en 10e année, décident de quitter l'école française pour une école unilingue anglophone et déménagent avec leur père. Ils étaient écœurés du français, ils ont décidé qu'ils n'en voulaient plus, dit Mme Arsenault. 20 ans après la décision que le juge Bastarache a rendue avec Jack Major, Noëlla Arsenault, qui a maintenant 6 petits-enfants, est déçue. Ils sont tous en immersion française. Aucun d'entre eux ne va à l'école française. C'est ça que ça a causé. Mes enfants étaient tellement écœurés du français, mais ils savent qu'il faut que leurs propres enfants parlent français. Ils les ont donc mis en immersion. Ils ne les veulent pas dans l'école française, raconte-t-elle. Elle ne peut pas leur en parler, c'est encore trop explosif. Elle a toujours voulu assurer à ses enfants, mais surtout à ses petits-enfants, l'accès à une éducation en français à l'île. C'est la bataille de sa vie. Hélas, elle l'a perdue. La victoire est bien réelle, mais au bénéfice des autres. Incroyable. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous. Merci pour cette bonne discussion. Merci à vous. Merci. J'ai peut-être du temps pour deux autres questions. Les deux questions, en fait, portent sur la portée du jugement sur le poste secondaire. J'ai une première question de Charles Haynes McCulloch, si vous voulez bien la poser. Oui, bonjour. C'est à la fois un peu juridique, mais étant donné que la Cour reconnaît l'importance de la compétence des enseignants pour l'équivalence réelle de l'éducation, je me demandais essentiellement votre opinion sur quelle portée cela pourrait avoir pour les obligations du gouvernement d'assurer la compétence des enseignants, et sur ce, mon regard se porte sur le postsecondaire. Jen, as-tu... J'ai pas énormément ajouté, sauf de dire que c'est exactement ça, le passage dans le jugement qui est important et qui ajoute à la jurisprudence. Ça veut dire, on ne sait pas comment ça va être interprété, mais il y a certainement une suggestion que ça veut dire qu'il faut avoir des enseignants compétents. Donc, ça doit impliquer certaines obligations pour assurer que l'entraînement, l'enseignement de ces enseignants au postsecondaire. Donc, c'est un développement assez important. C'est comme dans une phrase ou deux, dans un jugement qui fait beaucoup d'autres choses, un des éléments importants, sans doute. François, est-ce quelque chose à rajouter sur l'impact du jugement au postsecondaire? Non. Je ne suis pas après ce que Jennifer vient de dire. Oui, je pense que c'est les deux prochains combats, évidemment, c'est le postsecondaire. Il n'y a pas de droit explicite à ça là, dans la Constitution, ni d'ailleurs au droit à la petite enfance. On sait très bien que la petite enfance, plus rapidement on intervient pour ce qui est de la francisation, plus l'effet réparateur est grand. Il semble, selon moi, ça tombe sur le sens là, que la petite enfance devrait être incluse quelque part dans l'article 23, par interprétation, évidemment, parce qu'on parle d'établissement scolaire dans l'article 23. Ce sont un dossier chaud, un dossier intéressant. Isabelle Lorrain avait aussi une question dans ce sens-là. Est-ce qu'on a répondu à ta question ou as-tu autre chose, autres interrogations? Non, c'était la même question, merci. Tout à fait. Alors, si je n'ai plus de questions, je pense que ça fait notre temps. Je voudrais remercier tous nos panélistes, puis aussi tous ceux qui ont assisté ce soir. Je pense que c'était un franc succès pour comprendre cette décision-là de première source des gens qui étaient les plus impliqués. Je peux céder maintenant la parole au président Marc Guilbert qui peut clore la soirée. Merci beaucoup. C'était de façon personnelle, je voulais juste dire que c'était une excellente manière de passer la Saint-Jean. Merci à tous les panélistes et à notre modérateur pour une discussion sur la francophonie. C'est incroyable. On est vraiment choyé de votre présence puis de votre contribution à une discussion très riche et sur un sujet d'importance non seulement immédiate, mais aussi de la prochaine génération et de nos enfants et puis de la francophonie du futur. Juste particulièrement, j'aimerais souligner et féliciter le leadership francophone et canadien de nos boursiers, Ricard, de 4 des 5 panélistes qui non seulement ont fait carrière en francophonie, mais aussi sont maintenant positionnés comme des vrais leaders influentiels dans les discussions de sujets francophones. Donc, bravo à tous. C'est à mon tour de faire un dernier plug. Je vous invite à nous suivre sur Facebook et vous abonner à nos groupes de discussion. Si seulement pour être capable de suivre quand la prochaine conférence aura lieu et sur le prochain sujet, parce que, étant donné la qualité de la discussion qu'on a eue aujourd'hui, vous pouvez vous imaginer les autres conférences Ricard qu'on pourrait avoir sur d'autres sujets de nos experts que notre réseau appartient. Donc, merci encore énormément.
Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne Saint-Jean. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir tout le monde. Bonsoir.